Merci beaucoup vraiment. Question. Commentaire, contribution. Oui. Monsieur. Il y a un point sur lequel j'ai du mal à comprendre comment on peut appliquer l'économie circulaire. C'est par exemple sur les entreprises industrielles de biens d'équipement, par exemple, les grippins, les jouets, les téléphones portables, etc. Qui génèrent quand même la majeure partie des déchets qu'on se dans la nature, je pense. C'est que faire lorsqu'on aboutit à un taux d'équipement d'un marché local de 90% ou 100%, enfin, quand tout le monde est équipé. Pour entrer dans l'économie circulaire, c'est soit on refait des produits qui sont plus attrayants, donc les gens rachètent, on retombe dans l'économie de l'obsolescence quelque part, mais par le marketing. Soit on fait des produits qui durent, mais dans ce cas-là, on ne vend plus. Donc le chiffre d'affaires va baisser, l'entreprise meurt, ce qui n'est pas non plus souhaitable. Soit on peut éventuellement peut-être, je ne sais pas, proposer des services de reconditionnement, comme vous en parliez, c'est-à-dire de refaire des nouveaux produits, mais bon, le taux d'équipement est atteint. Comment pour une entreprise générer de la valeur ajoutée dans ce cas-là? Alors, votre question est très intéressante, je vous en remercie, parce que nous sommes tous formatés par cette économie de l'obsolescence et aussi par quelque chose que je n'ai pas dit, parce qu'on ne peut pas tout dire en une heure. J'espère, oui, j'ai tenu l'engagement, qui est que nos dirigeants d'entreprise ont été préparés, formatés au volume et donc aux produits standards. Ça, c'est la première remarque, si vous voulez. Et puis, si je reprends, en étant un peu provocateur, les premiers éléments de votre question, je dirais, Steve Jobs a complètement eu tort d'inventer le smartphone parce que, évidemment, c'était prévisible, il allait être copié par quelqu'un et il allait perdre des parts de marché. Bon. Mais ça, c'est le problème de l'innovation. Vous innovez, vous êtes tout seul sur le marché. C'est d'ailleurs ce que disait Michael Porter. Hein. Vous êtes tout seul sur le marché parce que vous innovez, mais au bout d'un moment, vous êtes copié, donc vous n'avez plus l'innovation. Mais vous avez, parce que vous avez des volumes, vous avez la domination par les coûts. En fait, je n'ai pas eu le temps, parce que là, ça devient beaucoup plus long, de développer la boucle la plus courte de l'économie circulaire, qui est l'économie de fonctionnalité. Mais là, qu'est-ce que l'économie de fonctionnalité? C'est la vente de l'usage du bien au lieu de la vente du bien. C'est-à-dire qu'on ne vend plus le bien, on vend l'usage du bien. Alors, le cas que vous connaissez tous, en l'ayant plus ou moins pratiqué, mais sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est la photocopie. Vous payez la photocopie au lieu d'acheter le photocopieur. Et quand vous allez dans la laverie automatique du coin de la rue, vous payez l'usage de la machine à laver, et machine à laver dont vous n'êtes pas propriétaire. C'est extrêmement intéressant comme modèle parce que justement, au lieu de se dire, comme vous l'avez fait, quand j'ai vendu mon produit, comment est-ce que je vais faire pour en vendre un deuxième? Eh bien, vous vous dites, maintenant, comment est-ce que je vais faire pour que le client garde le produit le plus longtemps possible? Et donc, là, vous dites, il faut que le produit soit fiable, qu'il soit réparable, qu'il soit évolutif. J'ai pris l'exemple de la photocopieuse. J'ai inventé la photocopieuse il y a 2 ans. Elle était en noir et blanc, parce que c'était déjà bien. Et puis, aujourd'hui, j'ai inventé la couleur. Si vous avez acheté la photocopieuse, je vous dis, achetez-moi une nouvelle photocopieuse pour avoir la couleur, c'est quand même chouette. Mais si vous avez accepté un contrat d'achat d'usage, je vous dis, signons un avenant, et je vous mets une carte électronique supplémentaire et un bouton qui dira photocopie en couleur. Vous voyez? Et moi, j'ai une rente de situation parce que vous utilisez mon photocopieur qui reste ma propriété pendant un temps long. Vous voyez? Il faudrait que je développe ça, que j'ai du temps pour développer ça, mais c'est ça l'idée. Vous voyez? Et en fait, prenez la machine Nespresso que tout le monde connaît, la machine Nespresso pour
les entreprises, pas pour les particuliers. Pour les dans les hôtels, vous trouvez des machines Nespresso au petit déjeuner, n'est-ce pas? La machine est prêtée à l'hôtel et le coût de ce qu'on n'appelle pas la location, mais ce qui revient à ça de cette machine, est inclus dans le prix de la cartouche. Laquelle cartouche n'a pas le même format que la cartouche pour particulier. Donc c'est la vente de l'usage aussi. Vous voyez? Et dans ce cas-là, l'intérêt de Nespresso, c'est de fabriquer des machines qui soient fiables, qui durent longtemps. Vous voyez? Pour ne pas avoir à faire de maintenance et parce que ça marche, les gens utilisent les cartouches. Alors je ne sais pas qui a levé le premier. Oui, merci pour votre conférence. Merci. Comment vous voyez une transition dans le cas où quelques pays commenceraient à vouloir se lancer dans une économie circulaire? Est-ce que ça pourrait leur créer des difficultés ou non par rapport à d'autres pays qui maintiendraient le système linéaire de obsolescence programmée? Comment vous... Alors, je dirais deux choses. D'abord, nous sommes entrés, je le disais déjà dans mon livre paru en 2012, mais aujourd'hui, si vous voulez, dans mon livre en 2012, je disais, nous entrons dans la régionalisation du monde. Avec la guerre en Ukraine, nous entrons dans la fragmentation du monde. Donc c'est encore pire, si vous voulez. Puis avec les sanctions et les contre-sanctions, vous connaissez, je ne vous fais pas de dessin. Donc en fait, il va être de plus en plus difficile d'avoir les matières premières dont nous avons besoin. Et en conséquence, moins on en consomme, mieux on se porte. Donc il faut passer à l'économie circulaire. Vous voyez? Donc au contraire, celui qui va passer le plus rapidement possible à l'économie circulaire va avoir un avantage. Oui. Moi, je voudrais rebondir sur la question précédente, où vous avez évoqué le fait d'acheter l'usage plutôt que la propriété. Oui. C'est quelque chose qui est très développé dans le secteur de l'informatique, avec tous les AAS, Software as a Service, Infrastructure as a Service, etc. etc. Et malgré tout, pour moi, ça pose deux questions ou deux problématiques. La première, c'est celle d'avoir les bonnes métriques pour pouvoir facturer le client sur son usage. Alors avec les capsules Nespresso, c'est plus facile. Mais je ne sais pas, si je prends ma machine à laver chez moi plutôt en location qu'en achat, je vais l'user. Donc comment est-ce que le fabricant peut considérer qu'il est usé à la bonne vitesse? Et puis deuxièmement, un sujet qu'on a pu connaître à Paris avec Autolib, c'est sabotage, c'est pas le bon terme, mais l'usage, le mésusage, ou en tout cas le fait de dégrader le bien. Si j'en suis pas propriétaire et que j'achète juste l'usage, et que j'en achète juste l'usage, c'est à l'industriel d'assurer le renouvellement. Mais je peux forcer le renouvellement en sabotant la machine. Donc voilà un peu les deux problématiques qui me viennent à l'esprit par rapport à ça. Alors vous avez posé en fait plusieurs questions. Dans le cas de Vélib et d'Autolib, si vous voulez, nous sommes dans un domaine très différent parce qu'en fait, le modèle économique, c'était la publicité. Et donc là, il ne s'agissait pas trop de vendre l'usage, puisque c'était la mairie de Paris qui gérait ça pour Autolib, mais pour le Vélib aussi. Hein. Pour Vélib, c'est sûr. Pour Autolib. Bon, pour Autolib aussi, parce que, si vous voulez, pour avoir le problème de Bolloré, c'était que, de JC Decaux, c'était de toujours être en différenciation. Et ce que voulait Bolloré, puisque là on change d'entreprise, c'est montrer à grandeur réelle que sa batterie, en fait c'est pas vraiment la voiture qui l'intéressait, c'était la batterie, était une batterie qui fonctionnait. Et d'ailleurs les bus électriques sont, pour les bus Bolloré, sont avec cette batterie, avec quelquefois des ennuis, mais enfin c'est le problème des débuts. Il faut, mais globalement, ça fonctionne quand même très bien. Alors, je reviens sur votre question concernant le lave-linge. Et puis, il y a une autre question aussi derrière. Sur le lave-linge,
De toute façon, on peut compter les cycles. Maintenant, avec les microprocesseurs, c'est pas difficile de compter les cycles. Donc on va vous dire, vous avez fait 3 lessives par semaine, c'est correct, ou au contraire, vous en avez fait 10 par jour, c'est quand même excessif. Vous voyez. Mais si vous en faites 10 par jour et qu'on vous facture au cycle, de toute façon, c'est vous qui allez payer. Au bout, si la machine est un peu usée, on va changer une pièce. On va changer plusieurs pièces éventuellement. Mais le propriétaire du lave-linge va rentrer dans ses fonds parce que vous allez payer en fonction de l'usure que vous avez provoquée. Dans certains cas, et ça m'est arrivé avec une société dans le domaine médical, l'ophtalmologie pour tout vous dire, où là, nous avons choisi plutôt de faire un forfait. Et bien nous en a pris d'ailleurs parce que les confinements sont arrivés, donc ça aurait posé effectivement un problème. Donc là, si vous voulez, quelquefois on fait un forfait, c'est-à-dire qu'on dit c'est tant par mois, quel que soit le nombre d'usages, parce que on sait bien que les gens vont en moyenne utiliser à un certain niveau, et puis que ça simplifie les relations. Voilà. Oui. Je voulais savoir si finalement l'économie circulaire était un modèle, un projet viable au sein de l'UE, parce que si l'économie circulaire est basée sur le local, pour que ce soit, on va dire, à grande échelle, il faudrait que les pays aient une politique nationale, et comme la logique de l'UE, c'est quand même de s'opposer à toute logique nationale, est-ce que ça paraît pas plutôt antinomique, ou alors il se tirerait une balle dans le pied, ou a fortiori ça pourra plus... Non, parce que si vous voulez, on peut faire de l'économie circulaire à l'échelle de l'Union européenne. L'objectif n'est pas de tout fabriquer ultra localement, si vous voulez, parce que on va de toute façon pas fabriquer des voitures dans chaque pays. L'économie circulaire ne signifie pas local au niveau du village. Hein. Non, oui, mais je veux dire vraiment à l'échelle, pour que vraiment ça pose dans un pays, si un pays veut adopter ce modèle-là, est-ce que ça poserait pas le lieu de lâcher la bride, de faire des concessions sur des points de vue? Non, je crois que ça va plutôt remettre en question le modèle allemand, par exemple, qui a été fondé sur la grande exportation. Ça oui, c'est d'autant que le marché chinois risque fortement de se fermer, et donc ça va mettre en difficulté les grandes entreprises exportatrices allemandes. Juste avant de donner la parole, je me permets un élément, parce que mon cabinet est en commission Econ. Donc la commission Econ, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est ce qui est le répondant au Parlement européen de la division de la commission chargée de l'économie. Donc il y a une obsession européenne de l'économie circulaire. Ils produisent énormément de documents dessus, et le but c'est d'enrayer, puisque tout simplement, vous l'avez très bien dit, Berlin veut monopoliser le débat sur l'économie circulaire pour pouvoir éviter, disons, toute contagion dans les pays du Sud du thème de l'économie circulaire. Donc, en tout cas, dans les institutions européennes, on parle d'économie circulaire que quand Berlin en autorise. Voilà notre expérience pendant 5 ans. Donc, quand le débat, parce que les Allemands produisent énormément pour bien dire que l'économie circulaire c'est bien, une condition c'est que ce soit pensé par eux d'abord. Et donc circuler a rien à voir. Et pour être tout à fait précis, nous, l'expérience qu'on a eue institutionnellement, c'est d'ailleurs très typique de la diplomatie économique germanique, c'est de monopoliser des thèmes pour les neutraliser. C'est très très net, alors qu'il y a des pays, je pense aux pays scandinaves par exemple, qui voulaient que ces débats soient beaucoup plus présents, mais leur poids dans les institutions a fait que ça n'a pas fait long feu. Et voilà, grosso modo, sur le terrain européen, ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que ça sera aux conditions de Berlin, donc ça ne sera pas. Ou ça sera pour le mal de la notion. Maxime. Alors j'ai une question, plus une question de quelle vision vous avez, par exemple sur l'exemple que vous avez montré sur une zone artisanale industrielle où on a plein d'acteurs qui ont des interactions entre eux, c'est-à-dire que les déchets, les ressources des uns deviennent, les déchets des uns deviennent des ressources pour les autres, etc.
pour avoir travaillé un peu dans l'économie circulaire ces dernières années, je me suis rendu compte qu'en faisant des cartographies des acteurs, on avait donc les entreprises privées, les collectivités locales, les entreprises de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, enfin, tout un tas de tissus différents qui se côtoient pas forcément. Et ma question, c'est quelle vision vous avez sur cette thématique de la place ou de rôle que pourrait jouer l'État ou que devrait prendre l'État sur cette thématique-là, et peut-être articuler la vision de Pierre, si tu en as une sur ces sujets-là. Est-ce que l'économie circulaire pourrait pas justement être un bon moyen d'avoir un retour de l'État sur certains sujets pour piloter et planifier ces actions? Alors, à Kalundborg, c'était une initiative privée, puisque c'est le président de Novo qui a dit d'ailleurs qu'il intervenait à titre personnel. Il a invité les dirigeants locaux à déjeuner, il leur a expliqué, et puis ça a pris beaucoup de temps, mais ça s'est fait. Aujourd'hui, et particulièrement en France, ce sont les collectivités territoriales qui, soutenues par l'État, qui sont à la manœuvre parce que ce sont des projets qui sont lourds, très lourds. Et en plus, nous avons un inconvénient, c'est que n'ont pas les Chinois, en l'occurrence, ou même peut-être vont-ils l'avoir maintenant, mais en tout cas, quand ils ont lancé leur loi sur l'économie circulaire, ils ne l'avaient pas, parce qu'ils avaient un taux de croissance très élevé, et donc ils pouvaient dire à une entreprise, n'allez pas sur telle zone d'activité, allez plutôt sur telle autre, parce que vous aurez des synergies plus fortes dans la zone B que dans la zone A. Mais comme en France, on a désindustrialisé et que les déménagements coûtent cher, tout le monde est resté à sa place et les synergies étaient ce qu'elles étaient, on n'a pas pu les améliorer. En plus, si vous voulez, il y a un côté, j'ai oublié le nom de ce programme qui, il y a quelques années, était très à la mode sur l'écologie industrielle et territoriale, et qui a montré qu'en fait c'était extrêmement difficile parce que personne ne veut donner ses petits secrets, parce que, en plus, à partir du moment où on était en désindustrialisation, la question qui se pose est la suivante. Je suis l'entreprise A et je dis à votre photographe, je suis intéressé par le déchet que vous avez. Elle me répond, bah oui, tant mieux si je peux vous la vendre. Et moi je lui dis, j'en ai besoin de 4000 tonnes. Et elle me dit, mais j'en ai que 2000 à vous vendre. Mais alors, qu'est-ce que je fais, moi, avec les deux autres? Je vais perdre mon fournisseur, et puis, ou alors il va me les vendre beaucoup plus fort, à un prix beaucoup plus élevé. Ça va pas coller. Et si, en plus, nous faisons affaire, mais supposons que ce soit un fluide ou un plus virulent, et que son site soit à 500 mètres et qu'il faille traverser le territoire d'une autre entreprise. Il faut encore que je demande l'autorisation de traverser le terrain. Et puis, qui va payer le tuyau? C'est l'acheteur ou c'est le vendeur? Vous voyez, bon, et finalement, on s'aperçoit que c'est très difficile. Ça prend un temps fou. Alors, moi j'ai la carte de France de ces activités écologie industrielle et territoriale avec des points dans une certaine couleur quand ils sont réalisés et puis les points en projet. 10 ans après, il y a encore beaucoup de projets, même s'il y a quelques... Alors on parle toujours de Troyes, évidemment, de Dunkerque. Bon, il y en a 4 ou 5, mais pas beaucoup plus, alors qu'il y a une vingtaine de projets. Oui. Tout d'abord, merci beaucoup. Vous avez confirmé une chose, c'est que déjà, entendre parler d'écologie quand c'est pas dit par des fous furieux d'Europe Écologie Les Verts, justement, c'est beaucoup plus intéressant et on a moins envie de se jeter par la fenêtre à la fin, donc merci beaucoup pour ça. Et donc je reviens à nos histoires un petit peu de machine à laver. Il y a peut-être un aspect qui a été moins abordé, c'est la complexification de nos outils, typiquement la machine à laver il y a 20 ou 30 ans qu'avaient mes parents, n'est pas celle d'aujourd'hui, puisque celle d'aujourd'hui, elle est connectée à Internet, j'imagine aussi peut-être que dans 5-10 ans ça fera aussi le café, enfin, plus on ajoute de composants électroniques, plus on ajoute de fonctionnalités,
plus il y a de chances justement qu'un élément fasse défaut ou se casse. Ça, c'est le premier aspect. Et le second, du coup, c'est parce qu'au final, plus on a d'appareils complexes, plus ça consomme de matériaux. Donc, est-ce qu'on ne va pas atteindre un jour un plafond de verre, en fait, en termes d'innovation? Parce qu'il ne va pas y avoir tout simplement un moment où on va dire, bah, techniquement, théoriquement, on pourrait aller plus loin, on pourrait donc avoir des composants toujours plus complexes, mais en fait, on ne peut plus. Donc, est-ce que ça ne finirait pas par tuer, à la fin, toute possibilité d'innovation? Sachant que la transition écologique, l'économie circulaire passe aussi, comme on l'a vu, par de très haut niveau technologique. Comment est-ce qu'on gère la balance de tout ça? Alors tout d'abord, merci pour vos compliments. Ne confondons pas l'écologie tout court et l'écologie politique. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Bon. Ceci étant dit, tout ce que vous avez dit va dans le sens, au contraire, de l'économie de l'obsolescence. Quand il n'y avait pas de microprocesseurs sur les lave-linges, on avait des abacs qui permettaient de savoir que la partie d'une pièce qui trempait dans l'eau et qui n'était pas peinte mettait un certain temps pour casser. Et donc on traçait la bac et puis on disait bah, si on veut que ça casse au bout d'un certain temps, il faut qu'il y ait telle surface qui ne soit pas peinte. Hein, voilà comment on faisait. Maintenant, avec les microprocesseurs, il suffit de programmer au 3000e cycle, ça s'arrête. Le lave-linge vendu aux particuliers à une durée de vie de 3000 cycles, c'est programmé comme ça. Et le lave-linge de la laverie automatique du coin de la rue, c'est 30 000. C'est de l'économie de l'obsolescence, n'est-ce pas? Bon, alors... c'est tellement simple, justement, avec l'électronique, de faire de l'obsolescence. Et on vous dit, ah bah oui, mais là, vous vous rendez compte, depuis le temps que vous l'avez, cher monsieur, bon, c'est normal. Oui, c'est normal, mais alors allez au coin de la rue, dites-moi pourquoi les machines des laveries automatiques durent 30 000 cycles. Donc, je crois au contraire, si vous voulez, que le lave-linge, si vous voulez, c'est... Vous m'avez demandé si on n'avait pas tué l'innovation, mais c'est justement en gardant la vente du produit qu'on tue l'innovation. Parce qu'on se dit, eh bien, comment est-ce que je vais faire pour caser un deuxième produit à mon client qui en a déjà un? D'où l'obsolescence. Alors que si... C'est pour ça que l'économie de fonctionnalité, dont je n'ai pas pu parler parce qu'il fallait que je fasse une présentation plus générale, et que l'économie de fonctionnalité nécessite pas mal de temps pour expliquer ce que c'est. Mais on inverse le raisonnement. Comment est-ce que je vais en caser un deuxième devient comment est-ce que je vais faire en sorte que mon client garde le produit le plus longtemps possible. Vous voyez? Alors, vous avez parlé du grille-pain, je crois que c'est monsieur là, sur la gauche, qui a, pardon pour sur la gauche, mais géographiquement vous êtes, voilà, c'est un produit qui est basique, mais après tout, on pourrait le simplifier aussi. Pourquoi est-ce que justement on met des choses nouvelles dessus? Pour dire, vous savez, l'ADEME dit que 90% des produits nouveaux n'en sont pas. Et que seulement 10% sont des vrais produits nouveaux. Donc, vous avez la réponse à la question, comment vendre toujours plus? Et on introduit des cycles dont personne ne se sert dans les machines à laver. Sur tous les programmes, il y a des programmes qui ne servent à rien. C'est bien connu. Donc, c'est au contraire pour pousser. Alors, quand vous faites de l'économie de fonctionnalité, comme vous êtes propriétaire, eh bien, vous vous dites, il faut que j'abaisse mes coûts en simplifiant. Tout ce qui est en trop, si vous voulez, qui ne sert à rien, ben vous l'enlevez. Et le client ne s'en aperçoit pas puisqu'il ne s'en sert jamais. Vous voyez, donc là aussi, vous abaissez les coûts. Attendez, on va faire un deuxième tour. Après, le monsieur qui n'a pas encore. Je vous donne ma carte de visite si vous voulez. Dans votre exposé, effectivement, passer de l'économie circulaire avec grosso modo affaire notamment due à la crise, qui dit crise dit changement plus ou moins rapide. Or, vous dites également que cela nécessite beaucoup plus de main-d'œuvre pour pouvoir mettre en place une économie circulaire.
est-ce que c'est pas difficilement compatible avec des pays comme l'Occident, comme le Japon, où finalement on a une baisse de la natalité avec de moins en moins de personnes et de moins en moins de main-d'œuvre, en cas de main-d'œuvre capable de réparer, de remettre en service un certain nombre d'appareils. Alors, faut-il s'interdire un certain nombre d'options logiques, positives, parce que par ailleurs, il y a un problème qui n'est pas résolu. Il fut un temps, je n'en montrais pas très loin, mais enfin, où il y avait une politique nataliste qui fonctionnait, mais si on dit aux femmes qu'est-ce que vous faites entre vos couches et vos casseroles, évidemment, c'est pas très valorisant. Et donc, ce genre de discours, ça pousse pas à avoir des enfants. Maintenant, je ne traite pas ce sujet-là, c'est pas mon sujet, mais si vous voulez, je crois qu'il faut pas s'interdire de faire des choses bien dans un domaine, au motif qu'il y a un domaine qui est très mal géré. Le deuxième point, c'est que là, on a aussi beaucoup réduit la robotisation. Et la robotisation, en fait, est quelque chose qu'on trouve dans les pays qui, justement, vont bien. Contrairement à ce que on nous laisse penser, les pays les plus industrialisés, comme la Suisse, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, ont un taux de robotisation élevé et ils n'ont pas de chômage. Donc, dire « Ah oui, mais avec les machines, on va mettre les gens au chômage », on ne va pas nous refaire le coup des métiers jacquards, hein, 1802, ou... bon... Donc, je ne crois pas, au contraire, je crois que... Alors, la question que vous pouvez me poser, c'est quand même, effectivement, si on développe le reconditionnement, il va falloir que nous ayons des procédés quand même plus ou moins standardisés. Mais ça se fait. Regardez, alors, Renault. Vous avez entendu parler de Renault, de son économie circulaire. Afflin, c'est une usine. Alors, il y a des noms divers et variés, mais que fait Renault justement maintenant? Renault a changé de modèle. Renault s'est dit, effectivement, vendre des volumes, c'était l'idée de Carlos Ghosn, nous allons dans le mur. Donc il faut que, au contraire, au lieu de penser grand volume, petite marge, il faut que nous, parce que finalement, il a issu une entreprise en faillite, hein, parce qu'il voulait être numéro 1 mondial. Donc l'idée maintenant, c'est plutôt de dire, réduisons les volumes, réduisons le chiffre d'affaires, mais ayons des marges qui sont correctes. Et pour ça, eh bien, faisons des voitures qui sont réparables, qui sont... on parle de rétrofit, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est le terme consacré chez Renault. Bon, c'est-à-dire qu'on change, on remet un moteur, éventuellement on vous change le moteur thermique pour un moteur électrique, etc. Ça, c'est quelque chose qui... Aujourd'hui, juste un point, si vous voulez, pour finir de répondre sur cette question. Qu'est-ce que l'industrie aéronautique? C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Certes, là, depuis le confinement, il y a quelques soucis, mais globalement, c'est un secteur qui fonctionne très très bien. L'économie de l'obsolescence est totalement absente. Ça n'a pas de sens dans l'aéronautique, vous voyez. Et le secteur automobile, lui, va plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'il va mal, mais il va bien quand l'État remet de l'argent. Renault a reçu de l'argent de l'État, PSA a reçu de l'argent de l'État. Et pourtant, on nous explique qu'on ne peut pas faire autrement qu'avoir de l'économie de l'obsolescence. Et les camions qui sont vendus sont tous vendus pour 1 million de kilomètres. Et les voitures sont vendues pour entre 100 et 200 000, suivant les modèles. J'en ai poussé une jusqu'à 240 000, mais là, on m'a dit qu'il faut changer la pompe d'injection, 2400 €. Bon, je me suis dit, demain, ça sera autre chose, et j'en achète une autre. Voilà. Je ne connais pas bien. Devant ceux qui n'ont pas encore le faire. Oui, pour revenir sur la taxe carbone. Vous avez parlé de la taxe carbone au niveau européen. Si on prend la taxe carbone, telle qui avait été pensée au moment des Gilets jaunes, avec toujours dans les cartons chez des gens comme Direction Générale du Trésor ou en fait Jean Tirole. Et quelle est votre position sur cette taxe carbone qui jouerait à des relocalisations industrielles qui passent au RD, en même temps qui sacrifierait en fait une part des conducteurs ou des populations? Alors, merci de me poser cette question parce que je vais pouvoir dire un certain nombre de choses. En l'occurrence, la crise des Gilets jaunes est venue parce qu'on a mis des taxes sur le gazole. C'était pas lié à la taxe carbone, premièrement.
C'était lié à un discours qu'avait fait Christine Lagarde quand elle était directrice générale du FMI. Elle avait dit dans ce discours, c'était, si ma mémoire est bonne, le 31 juillet, je crois 2018, mais bon, je ne suis plus sûr. Elle disait, il faut que les prix soient vrais. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de subventionner l'énergie, et donc il faut augmenter les prix de l'énergie, mais en compensation, il faut réduire les impôts sur le revenu et réduire les impôts sur la consommation. Le problème, ce qui a généré la crise des Gilets jaunes, c'est que Bercy a très bien entendu qu'il faut augmenter les prix de l'énergie, mais n'a pas du tout entendu qu'il fallait baisser les impôts sur le revenu et sur la consommation. C'est ça le problème. Vous voyez ? Je vous enverrai les détails éventuellement si ça vous intéresse. Monsieur Offand. Non ? C'était dans un... Quand elle présentait un rapport qui s'appelait « Getting Energy Prices Right », fixons les prix de l'énergie de manière juste. Monsieur ? Vous n'avez pas levé la main ? Non, c'est à vous que je parle. Monsieur, la lunette contre le mur. D'accord. Donc en fait, autant pour revenir sur les histoires de machines à laver et de micro-ondes et autres, on pourrait imposer par la loi d'interdire certaines pratiques, donc les obsolescences programmées véritablement, certaines pratiques comme qui obligent des remplacements d'ensemble de pièces parce que c'est pas démontable, ou des fonctions comme un four micro-ondes multifonction dont le plateau de pesée empêche l'usage, par exemple, d'autres fonctions, la charge tournante d'emploi. Comment on fait par contre pour les hautes technologies, avec le duo assez terrible entre l'électronique et le logiciel, donc le hardware et le software, parce que plus les technologies hardware fonctionnent, plus le software pousse, et ça entraîne un enchaînement qui fait que même quand on entretient l'appareil électronique, on essaie de le mettre à jour, il y a un moment où la part software a tellement enflé que de toute façon il ne peut plus suivre, et on est contraint, même s'il n'est pas en panne, de le renouveler pour pouvoir continuer à fonctionner avec les réseaux Internet ou avec les autres. Alors je commence par la fin puisque je m'en souviens mieux. Je ne suis pas un expert du numérique, de l'électronique, mais je pense que le problème est plus politique qu'autre chose, et vous avez vu probablement que la BCE avait choisi un groupe de 5 entreprises pour tester son euro électronique, le fameux euro, et que parmi les 5, il y a Amazon. Donc je crois que la soumission à l'industrie américaine et donc aux GAFAM est le vrai problème avant d'être un problème de modèle économique. Et si vous voulez bien me rappeler le début de votre question, parce que pardonnez-moi, j'ai oublié. Non, en fait, le problème, c'était une comparaison justement pour marquer la différence qu'il y a avec les objets plus simples, où effectivement, d'un point de vue légal, on pourrait interdire certaines pratiques. Donc, interdire les processeurs qui font une chose artificielle, mais qui a à côté l'électronique et l'informatique, qui eux sont de toute façon naturels. Oui. Alors, dans la loi AGEC, il y a un indice de réparabilité qui est intervenu. Et normalement, cet indice de réparabilité doit être suffisamment visible au moment de l'achat pour que ça puisse influer sur la décision de l'acheteur. Ma position, alors je peux me tromper, je prends quelques réserves, mais je pense que la loi AGEC de ce point de vue-là a été bien faite, il y a une bonne idée, mais je pense que tant que si vous voulez, les modifications incrémentales dans les modèles économiques sont toujours soit inefficaces, soit alors elles prennent beaucoup de temps. Et donc il vaut mieux pousser à un changement radical. Alors le changement radical, c'est-à-dire passer de l'économie de l'obsolescence à l'économie de fonctionnalité, là c'est une révolution. Mais d'ailleurs toutes les entreprises qui l'ont fait, le plus souvent, comme Michelin, Xerox ou Safechem, Dow Chemical et d'autres, l'ont fait sous la contrainte. C'est-à-dire que ces entreprises-là étaient face à un mur, et en fait, elles ont fait de l'économie de fonctionnalité sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la pro. C'est nous qui leur avons dit après, vous avez fait de l'économie de fonctionnalité. Et nous allons reprendre ce que vous avez fait, parce que c'est un bon cas, en fait. Vous voyez ? Donc, je crois que c'est au niveau des modèles économiques qu'il faut provoquer. Et d'ailleurs, je pense que
les événements actuels, si vous voulez, vont être une bonne occasion pour changer de modèle. C'est sous la contrainte. Prenez les grandes entreprises. Je me souviens, je bavardais avec le responsable des achats de l'huilier en avril 2021. Il me disait, si ça continue comme ça, on va recevoir les tondeuses à gazon à Noël. Sous-entendu, on ne les vendra jamais, évidemment. Voilà une situation de dépendance qui fait que l'acheteur se dit, finalement, je ferais mieux de les faire fabriquer en Hongrie ou en Pologne, c'est moins cher qu'en France, mais au moins, j'aurai moins de problèmes de livraison. Quand vous voyez ce qu'écrit le Forum économique mondial sur les chaînes de provisionnement, c'est extrêmement important, et je comprends la problématique des très grandes entreprises mondialisées. Elles l'ont voulu, c'est leur affaire, mais je comprends que ce soit des paquebots qui ne tournent pas comme ça, comme un hors-bord, vous voyez. Donc, quand elles disent « Ah oui, mais il nous faut du temps », c'est parce qu'en fait, le paquebot va avoir du mal à tourner, mais c'est justement parce qu'il a du mal à tourner qu'il faut s'y prendre très longtemps à l'avance, sinon on n'évite pas l'iceberg. Et donc, il faut que ces gens-là, et là nous arrivons sur un autre problème, il faut que ces gens-là se disent il faut basculer d'un modèle économique à l'autre, mais pour ça, il faut que les actionnaires acceptent qu'il y ait un temps pendant lequel on n'a pas des TRI de 15-20%, parce que les fameux EBITDA aussi, enfin bon, parce que, évidemment, quand on fait un investissement, vous comprenez, le rêve du financier, c'est d'avoir un investissement pour hier, mais ça, ils ne le trouveront jamais. Hein. Alors, on va prendre les dernières. Monsieur, vous voulez poser une question? Oui, moi je veux dire qu'il y a quelque chose qui m'ennuie beaucoup de ce que vous dites, c'est que l'humain est absent. À savoir que ce qui provoque le renouvellement d'un téléphone portable ou d'une voiture, c'est absolument pas son obsolescence, c'est le fait, c'est le regard social. Les moteurs, quand vous osez dire qu'un moteur est fait pour 100 000 km, tous les moteurs assemblés au robot sont prévus pour 500 000 km à peu près. Et donc... Mais pas l'ensemble de la voiture. Écoutez, l'ensemble des voitures produites en France, j'ai mes amis qui est chef de projet véhicule chez PSA, c'est 500 000 bornes. Les carrosseries maintenant durent 20 ans sans aucune maintenance, ce qui est un progrès considérable. Les gens changent de voiture pour des raisons sociales et pas pour des raisons d'usage. Et ça, c'est absolument absent de votre discours. Aujourd'hui, un moteur, tel qu'il est fait, une carrosserie dure au moins 20 ans. Mais quel est le rapport avec l'économie circulaire, alors? Mais non, je veux dire qu'il n'y a pas d'obsolescence au terme où vous l'entendez, et les voitures pèsent 30% de moins qu'il y a 30 ans. Hein, pour le même volume, il y a une économie de matériaux énorme, et vous n'avez plus de 3 cylindres dans votre voiture au lieu de 4, même si vous ne le savez pas, sur les modèles modernes, parce que les progrès des calculs et les progrès de la maîtrise des matériaux ont fait que c'est possible. Donc il ne faut pas se laisser aller à des considérations qui datent d'il y a 40 ans. Eh bien, c'est votre point de vue, c'est pas le mien, là. Écoutez, alors vous pouvez aller voir, on peut voir sans aucun problème chez les constructeurs automobiles, c'est pas un problème. Donc vous défendez quelque chose qui va dans le sens de la croissance, c'est clair. Non, moi je ne parle pas de décroissance. J'ai dit ce que je pensais de la décroissance. Et si encore on met des moteurs quasi-turbines, le gros problème qui empêche beaucoup de progrès, ce sont les brevets. Les moteurs quasi-turbines pèsent 4 fois moins lourd que les moteurs actuels et consomment 4 fois moins puisqu'ils sont avec des cycles de combustion continue. Alors, si vous voulez, il faut recaler tout ça dans un vrai contexte avec des vrais arguments. C'est tout ce que je voulais dire. Moi, j'ai une question qui n'est pas vraiment d'ordre économique, c'est plus d'ordre social, de l'organisation de société. Parce que le modèle que vous présentez, c'est un modèle qui est des problématiques qui sont déjà arrivées dans le domaine de l'informatique et tout ce qui n'est pas matériel, qui est plus dématérialisé. Donc que ce soit le visionnage vidéo, de films, ou les jeux vidéo, ou les logiciels informatiques. Parce qu'on a un gros coût de production, et après, ils rentabilisent en proposant plus ou moins de la location. Le problème que moi, qui existe déjà, c'est que les personnes ne sont plus propriétaires de tout ce qu'ils utilisent et ils sont en totale dépendance du fournisseur qui, pour des raisons pas forcément malveillantes, hein, des fois c'est juste des raisons de prix,
par exemple sur des films qui sont un peu anciens ou sur des jeux vidéo qui sont un peu anciens, pour des raisons de serveur et de transmission, la plateforme qui va louer, etc., va les enlever. Et du coup, la personne qui a déjà payé, le consommateur au final, il se retrouve totalement dépendant ou de l'acteur privé qui loue, mais ça peut aussi être de l'acteur public qui imposerait une loi qui dirait, je ne sais pas, sur une dérive, pas forcément en France, mais plus sur un modèle chinois ou sur d'autres modèles. Disons, demain, l'État dit je ne veux plus fournir le service à ce type de personnes, on se retrouve totalement exclu de la société, quelles que soient les raisons, mais en termes de liberté d'individu, comment est-ce qu'on pourrait... Est-ce que la société... La vocation n'est pas une société arbitraire. Je connais cet argument, j'attendais que monsieur ait fini pour lui répondre. Là, effectivement, on tombe sur un problème humain et l'arbitrage éventuellement de l'État s'il existe. C'est-à-dire que quand on a affaire à des gens qui recherchent toujours plus de profit, effectivement, si le rapport de force est en faveur de celui qui vend, eh bien, il augmente les prix. Alors, dans l'économie de vente, il augmente les prix et puis vous êtes bon pour payer. Dans l'économie de fonctionnalité, de vente de l'usage, eh bien, c'est ce que vous dites. Mais ça, c'est pas un problème de modèle économique, c'est un problème de rapport de force. À partir du moment où vous avez un rapport de force qui est déséquilibré, eh ben, vous avez des excès de toute façon. Je crois que vous vouliez en reposer une question. Moi, c'était cette question-là que je voulais poser quelque part, mais un peu différemment. Mais ça rejoint ça, en fait. C'est un problème de souveraineté. Oui, mais juste un point, si vous voulez bien. Le point que soulève monsieur est évidemment très pertinent, mais vous remarquerez que dans ce domaine-là, il n'y a pas de concurrence, parce que c'est un vrai cartel. Et c'est là que se situe le problème aussi. Quand vous avez un secteur où vous avez de la concurrence, ce genre d'extrémité n'arrive pas. En tout cas, c'est limité. Ce qui pose le problème, par exemple, aussi, c'est les monopoles d'État. Je vais donner un exemple qui parlera peut-être à des gens. C'est le Covid. Moi, je n'ai pas de véhicule personnel, j'emploie le transport en commun, je ne suis pas vacciné. Pendant toute une période, j'avais plus le droit de voyager en train interrégional, et j'étais effectivement immobilisé, incapable d'aller voir ma famille dans le Nord. Il n'y a pas que les entreprises. Dernière question, tu voulais en reposer. Juste sur les centrales à neutrons, je voulais juste savoir, est-ce qu'elles pouvaient reprendre les déchets des centrales nucléaires classiques et à force c'est le but, là. C'est le but, là. C'est de reprendre c'est de transformer les déchets. C'est pour ça que c'est un exemple d'économie circulaire. C'est qu'elle transforme les déchets des centrales classiques en ressources. Et les déchets qu'elles en font Elles n'en font pas, justement. Elles en font, mais elles en font avec une durée de milli beaucoup plus faible, qui fait que... Oui, c'est négligeable par rapport à... C'est 250 000, c'est pas très négligeable. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.